Bonsoir. Entretien reçoit ce soir Hiram Samuel Iyodi, candidat du FDC, élection présidentielle du 12 octobre prochain. Vous le savez, c'est le Front des démocrates camerounais. Vous portez un projet intitulé Hiram 2025 qui promet une refonte complète de l'État, une justice sociale renouvelée et une souveraineté affirmée. Mais au-delà des intentions du candidat, la question centrale est comment traduire ces ambitions pour certains que c'est peut-être démesuré, en résultats concrets pour le Cameroun de demain. Ce soir, nous allons explorer les grands chapitres du programme Hiram 2025 en les confrontant aux réalités budgétaires, sociales et statistiques du Cameroun. Bonsoir Hiram Samuel Iyodi. Bonsoir Monsieur Dipita et merci une fois de plus de me recevoir. Si je vous dis Monsieur le Président. Très bientôt, je l'espère. Cela dit, on va y aller tout de go. Parlons argent, gouvernance, budget et forme de l'État. D'abord, quelles sont les réformes pertinentes en termes institutionnels que vous envisagez mettre en place au lendemain de votre élection, qui c'est peut-être après la prestation du serment? Je souhaiterais d'abord prendre 2 petites minutes pour expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé à ce programme-là, dont vous avez déjà pris connaissance et que les Camerounais découvriront dans les toutes prochaines heures. Initialement, je suis, comme certains le savent, porté par le MP3, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, qui à sa création a choisi d'élaborer un projet de société, un mémorandum sur son projet de société qui est profondément ancré et fondé sur les valeurs africaines. Nous en avons identifié 2, la justice sociale et la prospérité partagée, qui ont été les piliers de notre vision. Au moment où nous avons pris la décision d'aller à l'élection présidentielle, que nous portions un candidat ou pas, il nous est avéré impératif d'avoir un programme. Nous avons donc synthétisé cette vision-là en 12 axes stratégiques, 12 clés pour libérer le Cameroun à partir de 2025, qui constituent en fait, j'allais dire, la stratégie de pilotage de notre gouvernance. Aujourd'hui, je suis porté par le Front des démocrates camerounais, donc avec l'ensemble des partis alliés qui nous accompagnent, nous avons donc structuré ces 12 clés-là en plan d'action concret, des réformes, des délais, des coûts, des modes de financement et des impacts en 11 chapitres qui constituent donc le programme Hiram 2025 Libérons le Cameroun que je défends devant les Camerounais. Je tenais à rappeler cela pour qu'on comprenne exactement quelle est notre démarche. C'est la question d'entrer donc les réformes que vous envisagez implémenter au lendemain de votre prestation de serment si jamais vous êtes élu le 12 octobre prochain. La principale réforme, c'est le modèle d'organisation de notre État. Elle ne pourra pas être implémentée immédiatement après la prestation de serment, mais le processus va être enclenché dans l'immédiat. Ce que nous disons d'observation et de réalité, c'est que le modèle d'organisation des pouvoirs publics du Cameroun est un héritage colonial. En 1884-1885, des nations européennes se sont réunies à Berlin, ont découpé notre territoire, le territoire africain, et une parcelle de ce territoire qui correspondait au Cameroun d'un certain temps a été mise sous protectorat allemand. Lorsque l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, nous avons été divisés en 2, une partie sous mandat de la France et puis l'autre sous mandat de l'Angleterre. Un État fédéral qui finalement est devenu une république unie. Aujourd'hui, ou du moins depuis notre indépendance, le peuple camerounais ne s'est jamais assis lui-même pour décider de comment est-ce qu'il veut structurer et organiser notre territoire. Je pense d'ailleurs que très peu de Camerounais peuvent dire pourquoi nous sommes aujourd'hui dans un État centralisé, peuvent dire pourquoi nous avons 10 régions, à quoi correspondent exactement ces régions-là. Nous, en tant qu'Africains, nous estimons que l'héritage qu'on a est d'abord un héritage scientifique. Nous observons la nature et la nature nous dicte les comportements que nous devons avoir. Et quand vous observez le territoire camerounais, vous vous rendez compte qu'il est structuré selon 5 grandes zones climatiques, ce qu'on pourrait également appeler 5 grandes zones agroécologiques et donc en réalité 5 grandes aires culturelles parce que les peuples s'implantent sur les territoires en fonction de la réalité climatique qui elle-même va dicter leurs habitudes économiques dans la pêche, l'élevage ou l'agriculture. Et donc nous pensons que le territoire camerounais aujourd'hui doit être sous un modèle fédéral, c'est ce que nous défendons, avec 3 niveaux de décision. La commune qui est en charge des questions de développement local, l'organisation de l'espace public, les régions, 5 grandes régions macro, je vais les citer tout à l'heure, qui vont être en charge du pilotage du développement des infrastructures, et l'État fédéral qui va se concentrer essentiellement sur les questions régaliennes. Donc, c'est la démarche que nous allons engager dès le lendemain de l'élection. Nous disons également que la forme de l'État
est le pilier central de la gouvernance économique, mais que quel que soit le candidat qui sera déclaré vainqueur au soir du 12 octobre, il ne pourra pas décider tout seul. Donc autant nous avons un projet, c'est un projet que nous allons soumettre aux Camerounais pour qu'en fait, en réalité, notre constitution soit décidée par tous dans le cadre de la conférence nationale souveraine que nous organiserons en octobre 2026. Alors, sachant qu'en ce moment, 60% du budget de l'État est affecté aux dépenses de fonctionnement, quelle économie pourriez-vous réaliser à travers les réformes que vous envisagez de mettre en place? Je veux dire, c'est intéressant pour les Camerounais de savoir ce que ça va leur coûter. Une fois de plus, il faudrait comprendre que le modèle même de la dépense publique est un héritage. L'État camerounais a été construit de manière à maintenir le pouvoir de quelques-uns sur la masse populaire camerounaise, de manière à exacerber les clivages et de manière à ne pas permettre le développement d'une économie productive, puisque nous sommes d'abord un territoire qui devait servir de réservoir pour l'empire colonial en termes de ressources et de matières premières. Donc aujourd'hui, dans la schématisation que nous sommes en train de proposer, nous sommes spécifiquement, pour le cas uniquement de l'organisation des pouvoirs publics, capables de réaliser une économie de 300 milliards, je précise, sur le budget de l'année 2026. Un budget qui sera d'un peu plus de 9 000 milliards. Nous avons prévu à peu près une croissance de 10% par année jusqu'en 2032, mais sur cette année-là, nous sommes capables d'économiser 300 milliards. Mais au-delà de l'économie de valeur, c'est surtout le principe qu'il faudrait expliquer. Aujourd'hui, nous avons 60% de charges de fonctionnement. C'est trop pour un État qui se dit en voie de développement, qui doit attaquer des chantiers de transformation. Nous défonçons beaucoup sur le train de vie principal de l'État et très peu sur les infrastructures sociales de base. Et donc nous aspirons à l'horizon 2032 de faire passer, dans le cadre du schéma fédéral que je viens de vous proposer, la part de fonctionnement de 60% à 26%. Et l'investissement qui est aujourd'hui à 18%, nous comptons le relever à 59%. Donc au-delà de la valeur monétaire sur l'année 2026, c'est véritablement de comprendre qu'il faut complètement inverser la logique budgétaire de l'État du Cameroun. Mais concrètement, en quoi est-ce que cette réforme en macro-région est-elle plus pertinente que le découpage actuel sous la forme de décentralisation des régions? Parce qu'elle correspond à une logique et elle correspond à une intelligence économique. L'idée pour nous, c'est de créer 5 macro-régions qui sont en fait des pôles de puissance économique et des pôles de développement, chacune ayant un modèle spécifique qui est axé sur la transformation des ressources que possède cette région-là. Comme je vous l'ai dit, pourquoi est-ce qu'on a dit région aujourd'hui? On serait totalement incapable de l'assumer. Nous avons une ambition de puissance, nous avons une ambition de croissance pour notre pays, nous avons une ambition qui doit pouvoir remettre le Cameroun à la tête comme un pays leadership de la renaissance africaine. La souveraineté dont nous allons parler, d'abord une souveraineté économique, et donc il faut une organisation intelligente du territoire qui corresponde à nos réalités, qui nous permette de mieux tirer profit des ressources que la nature met à notre disposition. En quoi est-ce que cette réduction du train de vue de l'État, comment est-ce qu'elle se traduira dans le quotidien concret des Camerounais? Je veux dire qu'aujourd'hui, le budget de l'État ploie sous le poids, je vais me redire, de la dette, des emprunts, la dette intérieure et extérieure. Les Camerounais, le fonctionnement aussi. Certainement. Les Camerounais se plaignent de payer plus d'impôts, beaucoup d'impôts. Vous venez avec un projet qui vise la réduction du train de vie de l'État. Ça se traduit comment, concrètement, sur le quotidien de vos concitoyens? J'ai parlé des 300 milliards qui sont économisés uniquement sur la réorganisation de l'État, sans encore avoir attaqué la question du train de vie, c'est-à-dire les dépenses excessives ou même la mercuriale des marchés publics. Nous pouvons aller chercher pratiquement 1000 milliards d'économies. Ces économies-là seront réaffectées à 4 secteurs prioritaires. L'éducation, la santé, les infrastructures de production et de distribution de l'énergie et dans une certaine mesure les routes. Donc dans le domaine de l'éducation, ça va nous permettre de déployer un peu plus de centres scolaires et donc de rapprocher les établissements scolaires des citoyens camerounais. Dans des régions comme l'Est ou l'extrême nord, dans certains des départements où les enfants doivent faire une dizaine de kilomètres à pied par jour pour rejoindre leurs écoles, nous aurons donc rapproché ces centres éducatifs des populations en les ayant dotés de tout le matériel qui permet que tous nos enfants, sur l'étendue du territoire national, aient accès à la même qualité d'éducation. Dans le domaine de la santé, je vais parler spécifiquement d'un aspect, ça va nous permettre de financer pour une enveloppe à peu près de 300 milliards par année, la prise en charge intégrale des soins de maternité des femmes camerounaises dans les hôpitaux publics. Sur le plan de l'énergie, j'aimerais prendre l'exemple
de la ville de Yabassi, ou le village de Yabassi, dans le département du Nkam, où aujourd'hui, on n'a l'électricité que pendant une période restreinte, entre 12h et 15h dans l'après-midi, et où les travailleurs du bois ne peuvent scier le bois que 3 heures dans la journée, d'avoir justement un développement en macro-région permettra que la région qui est porteuse du développement puisse elle-même construire ses infrastructures de distribution, de production, de distribution de l'électricité et donc subvenir aux besoins locaux, ce qui va permettre de doper l'activité économique. Je ne vais pas parler de la qualité des routes. Aujourd'hui, vous voyez l'état de la route du tronçon entre Ngaoundéré et Kousséri, qui est un tronçon pilier pour notre économie, puisqu'il nous permet d'acheminer les produits vers la République du Tchad. Maroua-Kousséri, 220 km, vous faites cette distance aujourd'hui en 8 heures, alors qu'avec une route de qualité, vous la feriez en 2 heures de temps. Je ne parle pas des conséquences sur la sécurité. On a vu encore il y a 2 semaines une quinzaine de citoyens camerounais qui ont été enlevés. Donc, c'est réellement des impacts concrets sur le vécu quotidien des citoyens camerounais. Parlons santé, famille et assurance sociale. Vous parliez tout à l'heure des mesures que vous prendrez éventuellement pour les femmes enceintes, les femmes qui vont accoucher. On sait 4,5% du PIB de l'État du Cameroun. Ce montant-là est affecté aux questions de santé notamment. Mais les femmes enceintes ne sont pas les seules. Là, ce n'est pas la seule couche vulnérable. Pour les autres, comment est-ce que votre programme envisage-t-il d'avoir un impact sur cette autre catégorie de personnes, dans le sens des personnes vulnérables, exposées aux faiblesses du système de santé? Vous me permettrez d'abord de rappeler que la ressource humaine la plus importante que nous avons, ce sont les hommes. C'est grâce aux hommes que nous allons construire et mettre en œuvre tous les projets de développement dont nous parlons. Et donc, c'est capital d'avoir un peuple bien portant et un peuple en santé. Le programme pour tous que nous allons implémenter sur les 7 prochaines années, pour une enveloppe globale de 5 000 milliards, donc à peu près 700 milliards par année, nous permettra de travailler sur 4 ou 5 pôles importants. Je ne vais pas revenir sur la question de la maternité, on vient d'en parler, sur la couverture intégrale également des soins de santé pour les enfants âgés de 0 à 10 ans, les enfants de la République, qu'on doit conforter dès le plus bas âge pour qu'ils aient la force d'être les acteurs de notre développement et du changement, de la transformation de notre pays. Nous envisageons la construction de 50 hôpitaux de référence sur les 7 années, doter chaque hôpital d'un plateau technique de qualité pour une enveloppe de 1500 milliards à raison de 30 milliards par hôpital de référence. Nous allons également faire évoluer la densité médicale. Aujourd'hui, vous avez un médecin pour 1000 habitants au Cameroun et nous avons pour ambition de porter cette densité-là à un médecin pour 500, un médecin généraliste pour 500 d'ici la fin du septennat en 2032. Et enfin, la question de la digitalisation du système médical avec une carte de santé qui va permettre de mieux suivre les patients. Donc, véritablement, il y a la question de la prise en charge, il y a la question de l'infrastructure, il y a la question du plateau technique. Tout cela est largement pris en compte dans le programme santé de 5 000 milliards sur 7 ans que nous proposons au Cameroun. Le Cameroun souffre également grandement de cette expatriation, je vais dire comme ça, cette migration importante de ses cerveaux. Le secteur de la santé n'est pas épargné, beaucoup de médecins partent. Dans votre programme, comment envisagez-vous mettre ce train, ce lien entre la diaspora camerounaise, grandement formée, d'abord dans nos écoles ici, et qui performe là où elle exerce? Là, je parle singulièrement du secteur de la santé. Comment faites le lien entre nos experts qui sont là-bas et le système de soins ici qui a besoin d'eux? Il faut d'abord reconstruire le lien de confiance. Et je pense que le premier élément pour reconstruire ce lien de confiance, c'est la question de la double nationalité. Qui n'est pas exclusive aux spécialistes de la santé, mais à toutes les compétences camerounaises que nous avons à l'étranger. Nous sommes en faveur de l'adoption de la plurinationalité, même si elle est restrictive, puisque elle ne pourra pas concerner ceux des Camerounais qui exerceront des mandats publics spécifiques, c'est-à-dire le chef de l'État, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale et un certain nombre de directeurs généraux de nos entreprises parapubliques. Donc la première des choses, c'est que ces spécialistes de la médecine, ces scientifiques de manière générale camerounais pourront aller et venir de manière plus fluide sur le territoire et donc apporter leur expertise. Nous comptons mettre en place justement, j'allais dire un pont, une plateforme qui nous permettra
de bénéficier de leurs compétences, notamment les vétérans qui partent à la retraite. Il va falloir qu'on puisse les recycler dans le cadre d'une collaboration avec l'Ordre des médecins du Cameroun, mais également avoir une mutualisation des fruits de la recherche. Parce que ceux qui sont à l'extérieur ont accès à des laboratoires de qualité et donc peuvent faire bénéficier l'expertise qui est restée en local des fruits de cette recherche-là pour améliorer la qualité de notre offre médicale. Et enfin, il y a la question du financement de la santé, mais je mettrai ça dans le cadre d'un financement global, puisque nous créerons un fonds d'investissement pour les Camerounais de la diaspora, initialement avec l'ambition de capter 100 milliards sur l'année 2026, mais monter progressivement pour que d'ici 2032, nous serons capables de capter 500 milliards par année d'envoi de fonds de la diaspora pour financer les projets infrastructurels de manière générale et la santé en particulier. Parlons à présent éducation, enseignement et recherche, si vous le permettez. Oui. On le sait, l'éducation absorbe 16% du budget national. Quelle augmentation budgétaire, si tant il est que pour vous également, cette part des richesses nationales ne sont pas suffisantes. Dans ce cadre-là, quelle augmentation budgétaire proposez-vous pour mettre en œuvre votre système bilingue fondé sur les STEM? Vous allez déjà l'expliquer et puis vous me direz exactement. Vous me permettrez de rappeler, parce qu'il y a un élément important sur la question sur la santé dont je n'ai pas répondu. D'accord. Donc l'enveloppe de 700 milliards par année nous permettra de porter la contribution au secteur de la santé à 6% du PIB, parce qu'il est à 4,5 et demi. Pour revenir sur l'éducation, une fois de plus, un héritage colonial, et je tiens à le dire. Nous avons deux systèmes éducatifs au Cameroun en ce moment. Un système francophone et un système anglophone qui ne correspondent pas du tout à la logique et la volonté de développement que nous nous fixons pour le Cameroun. Ce que nous disons, c'est qu'un pays en voie de développement doit justement axer son économie sur la production industrielle. Et donc, pour la production industrielle, il faut des compétences qui viennent en appui et qui viennent servir ces stratégies de développement-là. Aujourd'hui, nous sommes en faveur, et je défends très particulièrement la création d'un système éducatif camerounais unique, parfaitement bilingue, qui sera principalement axé sur la transformation locale de nos ressources. Et donc, il permettra que l'État central design les contenus d'enseignement, mais que l'application se fasse dans chacun des départements de la République en fonction des richesses locales. Nous n'avons pas une ambition particulière de réduire ou d'augmenter l'enveloppe budgétaire, mais d'optimiser ce qui se fait déjà. Il faudrait rappeler qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement 5 ministères en charge de l'éducation. Nous avons le ministère de l'enseignement de base, nous avons le ministère des enseignements secondaires, nous avons le ministère de l'enseignement supérieur, nous avons le ministère de la recherche et nous avons le ministère de la formation professionnelle. Pour nous, ce sera un seul ministère, ce sera le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche, avec une intelligence d'organisation des ressources qui nous permettra donc d'optimiser l'enveloppe budgétaire que nous avons déjà actuellement pour qu'une partie puisse être allouée au développement des infrastructures éducatives, donc des écoles. N'empêche que les enseignants, qu'ils soient du secondaire à travers des mouvements comme OTS qu'on connaît, ou du supérieur, le CINES, leur syndicat, ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment valorisés. Quelles mesures concrètes, tout au moins de façon symbolique, vous prendrez effectivement pour leur donner le sentiment qu'ils valent mieux que ce qu'il en est aujourd'hui? Ils ne le sont pas. On vient de parler de la santé, on parle de l'éducation. Les médecins et le personnel enseignant sont des personnels clés dans la construction de notre stratégie de développement et pour toute nation par ailleurs. C'est eux qui donnent, qui protègent la vie et qui éduquent les enfants qui sont appelés à être les leaders de demain. L'une de nos clés qui est dispatchée dans plusieurs chapitres du programme, c'est justement médecins et enseignants en l'honneur. Nous entendons revaloriser leurs conditions de travail sur plusieurs aspects. Le premier, nous avons pour ambition de doubler les salaires du personnel enseignant et du personnel médical au bout de 7 ans par une augmentation graduelle à partir de 2026, l'amélioration des conditions de travail et notamment la dotation de primes de performance spécifiquement dans les zones rurales, parce que nous le savons, il y a des zones d'affectation que les médecins et les enseignants considèrent comme des affectations disciplinaires, alors que ça fait toujours partie du territoire camerounais. Et donc, il faut les encourager à aller dans ces zones-là. D'autres pays dans le monde le font aisément. Ce sera particulièrement une dotation sur le logement qui va les encourager à aller prendre fonction dans ces zones rurales pour que nos enfants, qu'ils soient à Douala, qu'ils soient à Yabassi, qu'ils soient en Gaoundal, à Gaïgaï, puissent avoir la même qualité d'éducation et le même service de santé. Sur les 7 ans, votre augmentation salariale dont vous parlez, s'agissant du traitement des enseignants, pourrait être de quel ordre?
Alors, je serais incapable de vous dire le montant exactement. Nous avons une réforme sur l'éducation qui est globalement d'environ 3 000 milliards, qui intègre le développement des infrastructures, comme j'ai dit, éducatives, les centres de formation professionnelle, les écoles. Nous comptons construire 10 universités régionales de plus et également qui intégrera la question des salaires. Mais il faudrait rappeler que les salaires des enseignants, en réalité, ne sont pas inscrits au budget du ministère de l'Éducation, mais plutôt au budget du ministère de la Fonction publique. Absolument. Alors, une société en santé, puisque vous aurez refait des réformes de santé qui seraient certainement impactantes, une société bien formée, il reste que la question de l'emploi est cruciale. Tout à fait. Et les jeunes ont besoin de savoir, à travers vous, à travers votre programme, comment accéder au meilleur emploi. Évidemment, on a parlé de rémunération à l'instant et qui s'est peut-être élargir aux autres couches sociales, aux autres couches sociales. Quelles sont les mesures prises pour accéder à l'emploi? Une difficulté, sortie de l'informel pour ceux qui y sont, mais surtout adéquation, formation, emploi aussi. Vous l'avez dit, adéquation, formation, emploi, la réalité du chômage actuel est la conséquence, comme je l'ai dit, d'un modèle économique colonial. Le Cameroun exporte l'essentiel de ses matières premières à l'état brut et ensuite importe ses besoins de consommation. Ça veut dire que nous ne pratiquons pas toutes les activités de valorisation de la chaîne de valeur, excusez-moi la répétition, sur le territoire camerounais, qui nous permettront donc de créer une industrie qui va employer les Camerounais. Donc, il y a la réforme sur l'éducation dont je viens de parler pour que les contenus d'enseignement permettent à un Camerounais, et c'est notre ambition, âgé de 18 ans, sorti de l'éducation secondaire, d'avoir des compétences pratiques qui lui permettent soit de trouver un emploi dans le cadre du développement industriel dont nous parlons, soit de créer justement un emploi parce que le dopage de l'activité industrielle aura généré des opportunités pour des PME qui vont accompagner cette croissance-là et qui permettront donc l'auto-emploi des Camerounais. De l'autre côté, il y a justement la question de la structuration de notre économie. Nous sommes en faveur de l'interdiction de l'exportation des matières premières avant leur première transformation locale. Je parle principalement des matières premières stratégiques agricoles et minières. Notre ambition à travers les 5 macro-régions dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de créer 10 pôles de croissance agro-industrielle sur le territoire camerounais à l'horizon 2030, qui seront donc générateurs d'emplois avec un système éducatif aligné sur les besoins de l'industrie, qui vont donc nous garantir que les diplômés de nos écoles secondaires, mais également de nos universités, pourront rapidement trouver de l'emploi. Nous ambitionnons à peu près, pour être très précis, d'arriver à une création d'à peu près 1 million d'emplois par année à l'horizon 2032. Nous commencerons avec une ambition de 500 000 emplois pour l'année prochaine en 2026. Sur la question fonction publique, justice et foncier, la masse salariale en ce moment atteint pratiquement 1200 milliards de nos ressources financières par an. Comment financez-vous la modernisation de l'administration? C'est que, tout au moins sur les nouvelles technologies, un certain nombre de secteurs, de ministères, de départements ne sont pas encore en plein dans l'usage de cette nouvelle technique-là. Comment donc améliorer ou moderniser l'administration, la fonction publique, sans creuser davantage dans les ressources étatiques? Enfin, moi, la valeur que j'ai même beaucoup plus importante. Je pense qu'en 2024, on était pratiquement à 1500 milliards. Donc, en 2025, on pourrait atteindre 1600 Ça sont les statistiques de 2023, effectivement. Voilà, nous pourrions atteindre 1600 milliards. Mais je voudrais déjà rappeler qu'il est très difficile de prendre position sur cette masse-là, parce que c'est une masse qui contient un certain nombre d'irrégularités. Nous ne sommes toujours pas parvenus à assainir le fichier solde de l'État du Cameroun. Nous avons des personnes qui perçoivent 2 à 3 salaires. Nous avons des retraités, des personnes décédées qui continuent à percevoir les salaires. Donc la priorité pour nous, ce sera d'abord d'accélérer. Je sais qu'il y a déjà des audits, plusieurs audits, CJPS et autres, mais d'accélérer l'assainissement du fichier solde de l'État pour aller réaliser une économie conséquente sur les salaires qui sont effectivement payés auprès de nos fonctionnaires. Mais vous l'avez dit, la clé, c'est la digitalisation. Il faut aller vers ces modernisations-là. Nous estimons qu'il y a un certain nombre de réformes que nous allons mettre en œuvre. La suppression du Sénat. Nous sommes en train de réfléchir très précisément à la nécessité de conserver le Conseil économique et social, la réforme d'un certain nombre d'agences parapubliques. Je vais prendre l'exemple, on a un marché, une autorité de régulation des marchés publics et un ministère des marchés publics. Je pense que dans un certain nombre de secteurs, il faudra rapidement arriver à cette optimisation-là. Nous estimons que nous pouvons faire un gain sur l'annulation des institutions dont je parle et la réforme des autres de 200 milliards de francs CFA qui va être exclusivement dédié à la numérisation des procédures de la fonction publique et à une digitalisation un peu plus accélérée de nos processus en intégrant évidemment des questions comme l'acte civil camerounais.
Le justiciable camerounais pense que notre justice est lente, parfois même inaccessible, donc un domaine qui nécessite également des réformes. Comment rapprochez-vous le citoyen de la justice? Il a parfaitement raison. On a une justice camerounaise qui ne protège plus la veuve et l'orphelin. Nous l'avons observé à la multiplication des scandales ces dernières années. On n'a toujours pas fait la lumière sur l'affaire Martinez-Dogo. On a vu la jeune institutrice qui a été assassinée indirectement, en tout cas qui a trouvé la mort à la suite de coups de poing dispensés par son époux. Et comment est-ce qu'il a été relaxé avec tant de facilité? Je ne parlerai pas de nombreuses injustices que nous vivons au quotidien. Je voudrais rappeler que dans le cadre de la réforme de l'organisation des pouvoirs publics que nous proposons, avec 5 macro-régions, nous aurons 5 barreaux au Cameroun. Nous aurons 5 ordres. Décentralisation de la justice. Absolument, décentralisation de la justice avec un recrutement ciblé du personnel, donc les avocats, les greffiers et les magistrats, qui permettra déjà d'avoir justement naturellement un rapprochement, j'allais dire géographique, un rapprochement de proximité entre les justiciables et l'administration, mais il nous faudra aller un peu plus loin. La distance se crée d'abord parce que les justiciables n'ont pas une connaissance des procédures judiciaires. Et donc, à travers ces 5 barreaux-là, notamment les écoles du barreau, nous allons mettre en place une plateforme qui permette que chaque justiciable camerounais ait accès gratuitement à un conseiller juridique. Cela lui permettra d'être mieux pris en charge et de savoir effectivement comment se défendre et comment préserver ses droits. Il y a également la question, et là ça touche, on a parlé de la fonction publique, l'ensemble de l'administration, la digitalisation des procédures judiciaires pour permettre que le justiciable puisse avoir accès à son dossier, suivre les étapes d'évolution de sa procédure. Et enfin, la question de l'indépendance de la justice, une justice camerounaise qui demeure encore aux ordres, aux mains de l'exécutif. Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous pensons que cela ne consacre pas l'interdépendance, la liberté et l'équilibre entre les 3 pouvoirs. Donc, je me retirerai en tant que chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature, laissant le corps magistral assurer seulement... En d'autres termes, vous ne serez pas le président qui indiquera, qui donnera des indications aux justiciaires, au corps judiciaire. Je ne serai pas le président qui donnera des indications au corps judiciaire. Je ne serai pas non plus le président ministre de la Défense, puisque vous le savez, au Cameroun, le ministre de la Défense est un ministre délégué à la présidence en charge de la Défense. Il faudra nommer les compétences et leur faire confiance pour assurer elle-même les fonctions et les prérogatives qui l'ont recueilli. La défense est un secteur régalien? Tout à fait, autant que la justice. Et pourtant dans les autres pays du monde, le président de la République n'est pas pour autant ministre de la Défense. Donc nous avons un système qui globalement a consacré la domination de l'exécutif sur tous les pouvoirs. Le président de la République, en dehors d'être président du Conseil supérieur de la magistrature, nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale, il nomme le secrétaire général du Sénat, donc il a également la main sur le pouvoir législatif. C'est des pratiques dont nous départirons dans le cadre de l'État que nous entendons construire avec les Camerounais, un État de proximité et un État de démocratie inclusive où chacun aura son mot à dire dans la prise de décision. Quelle garantie donnez-vous à la réforme du foncier protégeant les petits exploitants qui s'estiment souvent spoliés? Il faut dire que dans les tribunaux, la question du foncier est quand même l'une des plus récurrentes en termes de conflits. Je voudrais d'abord dire que pour l'Africain que je suis, et notre programme, nous insisterons toujours, se base sur les piliers de la philosophie africaine. La terre n'a pas vocation à être une possession individuelle. La terre est un bien de jouissance que la nature met à notre disposition. Elle ne nous appartient pas. Si nous allions aujourd'hui nous installer sur la planète Mars, nous ne déciderions pas quelle est notre propriété, puisque c'est un astre qui existait avant que nous ne venions à la vie. Donc la terre est un héritage que les générations futures nous ont donné pour qu'on le travaille et qu'on le leur rende avec une valeur ajoutée. Et effectivement, dans la logique, j'allais dire, ultra-capitaliste qui nous a été imposée depuis des décennies, nous avons fait de la terre un outil de possession. Les instruments de finance, les marchés financiers financent essentiellement la garantie et non l'activité. Et nous comptons sortir de ce schéma économique-là. Donc, pour protéger, parce que la prochaine guerre sera une guerre foncière au Cameroun si nous ne faisons pas attention, pour protéger autant les communautés que les petits exploitants, nous avons une mesure claire qui est de limiter la capacité de possession individuelle de la terre à titre de besoins privés. Chaque Camerounais ne pourra plus avoir un titre foncier personnel et individuel excédant la capacité de 2 hectares, mais dans le cadre des activités économiques, des activités agricoles,
nous aurons deux types de terres. Les terres qui relèvent du domaine de l'État et celles pour laquelle la gestion aura été confiée aux communautés locales. Les opérateurs économiques pourront donc conclure des contrats de concession, des contrats d'exploitation, des contrats de mise à disposition, soit avec l'État, soit avec les communautés locales, sur une durée de 20, 30, 40, 50 ans, pour mener à bien leur projet économique. Nous pensons que c'est une garantie importante pour protéger ceux qui n'ont pas accès au capital. Sinon, bientôt au Cameroun, 10% de la population possédera 90% des terres. Mais en limitant ici les parcelles individuelles, est-ce que vous ne courez pas le risque de déposséder ceux qui en ont déjà? Non, la loi n'est pas rétroactive, nous en sommes conscients, mais il faut que nous marchions progressivement vers un sens d'équité foncière. Je vous l'ai dit, la tradition africaine, quand vous arrivez dans un village ou quand vous venez à la vie, la première des choses dont on s'assure, c'est que vous aurez une terre pour vous établir, vous aurez une terre pour pouvoir développer votre activité agricole. Et la pensée de notre territoire doit pouvoir consacrer ces valeurs-là. Donc il ne s'agit pas d'exproprier les Camerounais des terres qui sont déjà acquises, mais c'est de construire dans le temps un schéma de développement qui va nous ramener à une équité foncière et qui va justement protéger ceux d'entre nous qui sont financièrement les plus vulnérables. Sur les questions énergie, infrastructure et industrie, 35% des ménages camerounais n'ont pas accès à l'électricité, ça vous le savez certainement. Quel est votre objectif chiffré à l'issue de votre mandat? Alors, capacité de mise à disposition de l'énergie aujourd'hui entre 1800 et 1900 MW, nous entendons migrer jusqu'à 6500 MW sur 5 ans. Donc c'est une enveloppe budgétaire de 7500 milliards sur les 7 années, donc un peu moins de 1100 milliards par année, consacrée principalement au développement des énergies renouvelables pour sortir le Cameroun de notre dépendance aux énergies fossiles. Donc principalement l'hydroélectricité, le solaire, les éoliennes et la géothermie, mais qu'avec un modèle une fois de plus décentralisé. Nous aurons au Cameroun 5 macro-régions, chacune d'elles disposant de ressources spécifiques qui lui permettent de produire sa propre électricité et d'être autosuffisant sur le plan énergétique. Donc, la politique énergétique nationale sera dictée par l'État fédéral, mais ce seront bien les régions qui devront la mettre en œuvre. Et les présidents de ces régions-là seront dotés de tous les outils et de tous les pouvoirs pour aller transacter à l'étranger en direct, sans consulter l'État central, avec des partenaires dans le cadre du partenariat privé-public qui leur permettront donc de développer les infrastructures de production et de distribution de l'énergie. Très précisément, au-delà des grands projets de barrages, ce que nous proposons, c'est la multiplication des micro-barrages, les centrales de basse chute, notamment sur les modèles de turbines Kaplan, qui coûtent beaucoup moins cher que les gros barrages. C'est un coût d'environ 1 milliard par mégawatt. Donc, on peut multiplier sur des fleuves comme le Mungo, comme la Lokoundje, comme la Benoué. On peut multiplier ces types de barrages-là à des valeurs, comme j'ai dit, de 20 à 30 milliards, des investissements locaux portés par les régions qui vont permettre de fournir de l'électricité. Donc, nous avons l'ambition que 90% des ménages camerounais soient totalement couverts d'ici 2032. En somme, de nouveaux emprunts pour financer ce secteur? Pas nécessairement. Une autre logique. Oui, il y aura de l'emprunt dans le cadre des partenariats privés-publics. Les partenaires qui nous accompagneront seront assurés d'être rémunérés grâce aux fruits de ces investissements-là. Le Cameroun, c'est une réalité, ne se développe pas en vase clos. Nous n'avons pas toutes les ressources et tout le capital aujourd'hui pour mener à bien notre indépendance énergétique. Mais par contre, comme je le dis, de nouveaux emprunts qui ne seront pas essentiellement financés et pilotés par Yaoundé, qui le seront par les régions, sachant que les citoyens auront la main sur leur maire, sur leur président de région, et donc on sera sûr de l'évaluation et du calibrage de ces projets-là en fonction du besoin énergétique local. Mais l'autre question que le citoyen se pose, c'est de savoir si cette politique ne le déposséderait pas davantage de ses ressources, si tant il est qu'il faut davantage financer. Est-ce qu'il n'y aurait pas de nouveaux impôts pour le financement de cette énergie-là? Non, il n'y aura pas de nouveaux impôts. Il y aura une optimisation de l'impôt que l'on utilise déjà aujourd'hui. Je vous l'ai dit, nous sommes dans une logique d'orthodoxie budgétaire. D'accord. Donc, il s'agit de rationaliser la dépense. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut rapidement déconcentrer l'État. Nous parlons d'une fédération. Nous avons une architecture de l'impôt qui doit permettre que 30% de l'impôt soit capté directement au niveau des mairies et que les maires puissent en user sur les questions de développement local. Que 30%, la deuxième quote-part, soit captée au niveau des régions pour les questions de développement dont je viens de parler, qu'il s'agisse des infrastructures sociales comme celles liées à la santé, l'éducation ou les routes et la production de l'énergie, et uniquement 40% au niveau de l'État central pour assurer les missions régaliennes de l'État et venir en appui aux collectivités. Donc il n'y aura pas une hausse de l'impôt, il y aura surtout, grâce aux mesures, aux investissements que nous allons réaliser, nous allons doper l'activité économique, augmenter le PIB et nous aurons donc à disposition
beaucoup plus de ressources pour financer nos projets de développement infrastructurel. Votre projet prévoit également de nouveaux barrages et de nouvelles raffineries. Oui, une raffinerie principalement à Kribi pour exploiter le bassin Kribi-Campo, et une raffinerie à Garoua pour exploiter le bassin onshore, parce qu'il y a de la production onshore dans tout le septentrion du Cameroun. Donc ce sera principalement 2 grosses raffineries de pétrole, mais comme je vous l'ai dit, sur le champ de l'électricité, nous allons nous concentrer à piloter, à multiplier les micro-barrages qui seront gérés directement par les régions. Comment éviter que tout cela devienne des éléphants blancs? La transparence dans la gestion, c'est ce que nous allons faire. Nous allons mettre en place une plateforme de suivi des grands projets qui permettra à tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire ou à l'étranger, de pouvoir suivre le niveau d'implémentation des projets et des infrastructures publiques. Vous pourrez donc, en rapport avec le budget, regarder. On avait dit qu'on construirait 10 barrages, micro-barrages à raison de 30 milliards, donc 300 milliards sur l'enveloppe annuelle. Est-ce que rendu au 30 juin, au milieu de l'année, nous en avons fait 5? Est-ce que nous avons effectivement dépassé 150 milliards? Est-ce qu'il y a eu des dépassements? Comment est-ce qu'il s'explique? Ce sera vraiment de redonner aux citoyens camerounais toutes les mesures de contrôle dans un État où le dirigeant politique rend compte de l'action qu'il met en œuvre. Concrètement, entre le temps des études, le montage des projets, la recherche des financements, et puis l'implémentation de tout cela, d'ici 2030, quels sont les projets qui pourraient être prêts, fonctionnels et résoudre les problèmes dans le secteur énergétique, comme vous venez d'en parler, et qui c'est peut-être dans le secteur des carburants également? Je voudrais vous rassurer, les études pour la raffinerie de Kribi existent. Elles sont dans les tiroirs du ministère de l'Énergie, de l'eau et de l'énergie à Yaoundé. La carte minière et pétrolière du Cameroun date de l'époque allemande. Il y a plusieurs développements et élaborations de projets de développement dans ce sens. Donc quand je vous parle également de la raffinerie de Garoua, ce n'est pas un projet que l'on invente dans notre pensée, c'est un projet pour lequel nous souhaitons mettre un coup d'accélérateur. Le Cameroun aujourd'hui bénéficie pratiquement de 3 000 milliards de crédits de financement auprès des bailleurs de fonds, auxquels nous n'avons pas accès, parce que nous n'avons pas monté des projets conformément aux procédures et aux exigences de la Banque mondiale et du FMI. Donc nous avons des financements disponibles. Il s'agira simplement d'avoir le courage politique, comme je l'ai dit, pour construire une économie de la production, parce que jusque-là, qu'il s'agisse des forces intérieures, c'est-à-dire les dirigeants politiques camerounais qui ont pris notre pays en otage, ou du système colonial dans lequel nous baignons, il n'y a aucun intérêt pour ces deux-là de nous permettre de bâtir une économie de la production qui va permettre que localement nous ayons une industrie forte et compétitive. Donc ce sera une question de célérité, ce sera une question de courage politique, et j'assume d'avoir ce courage-là pour qu'on aille le plus rapidement vers le développement de ces unités de production, tant du pétrole que de l'énergie. Sur la question de la souveraineté, diaspora et panafricanisme, vous envisagez faire sortir le Cameroun du franc CFA? Absolument. C'est une nécessité. Le franc des colonies françaises d'Afrique, même si le nom a évolué dans le temps, 65 ans après nos indépendances, il me fait mal de savoir que notre économie est encore portée non seulement par une monnaie coloniale, mais par une monnaie que nous ne pilotons pas et que nous ne maîtrisons pas. La réalité, c'est que seulement pour la question de la dignité, il faut en sortir, même si je suis bien conscient qu'il y a des impacts économiques. Donc c'est une démarche que nous allons construire sur 10 ans. Dans l'immédiat, dès que je suis porté à la tête de l'État, au mois d'octobre, le temps de laisser passer la prise de serment et la constitution du gouvernement, au mois de janvier, nous allons dénoncer les accords de coopération officiellement de 72-73 qui ont donné naissance à cette monnaie-là. Nous allons engager immédiatement une concertation avec les pays frères de la zone CEMAC, notamment sur la convergence de nos critères de pilotage budgétaire, pour s'assurer que nous pouvons avoir une harmonisation, les convaincre de la nécessité de marcher à bâton rompu vers la sortie de cette monnaie-là, commencer à constituer des réserves d'or pour une valeur d'à peu près 3 tonnes par année. L'ambition est que nous ayons atteint 30 tonnes sur les 10 prochaines années, et à partir de 2028, introduire une monnaie numérique de transition, en attendant donc dès 2029 d'amorcer les négociations avec le système financier international et les autres zones économiques régionales sur le continent africain pour les questions de parité de cette nouvelle monnaie-là, que nous espérons commencer à mettre en circulation à partir de 2029, en retirant progressivement le franc CFA de la circulation. Dit ainsi, c'est si bien schématisé qu'on a l'impression de faire de l'utopie. Ce que je veux dire, c'est que, deux exemples, des pays francophones qui ont essayé de sortir du franc CFA, et dont l'initiative n'est pas forcément, jusqu'ici, on n'a pas encore, on ne perçoit pas encore des résultats réels. On regarde les pays de l'AES, en Afrique de l'Ouest, on voit bien que ça
ça ne marche pas véritablement. L'autre observation, si les autres pays de la zone CEMAC ne sont pas favorables à ce mécanisme de disparition du franc CFA, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes la locomotive et nous prenons nos responsabilités. Le Cameroun, c'est la locomotive de la CEMAC. On a le risque de couper les ponts et nous prenons le risque. financièrement. Comme je vous ai dit, c'est un projet, un programme que nous allons implémenter sur 10 ans. D'accord. Mais quand nous allons dénoncer les accords de coopération monétaire en janvier 2026, ce sera le Cameroun. Nous n'obligerons pas les autres pays de la CEMAC de nous suivre dans cette démarche-là. J'espère que comme nous, ils auront une ambition de dignité, de souveraineté. Vous posez la question sur les pays d'Afrique francophone, je ne sais pas si vous sous-entendez quelque chose, parce que justement, il y a des pays d'Afrique anglophone qui, eux, ont réussi le pari. Le Ghana a sa monnaie, l'Angola, qui est un pays lusophone, a sa monnaie. Qui n'était pas lié au franc CFA. Oui, il faut en sortir. Vous savez qu'en parlant franc CFA et les liens historiques avec la France, leur influence... Je pense qu'à la dernière conférence des ambassadeurs, j'ai entendu le président Macron s'exprimer devant les ambassadeurs français pour rappeler que la question du franc CFA est une question fondamentalement africaine. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Une position purement politique. Ben moi, je prendrai également une position politique en tant que chef de l'État. Nous ne pouvons pas avoir une banque centrale où la France continue d'avoir un poste au siège de l'administration avec droit de veto. Nous ne pouvons pas avoir une monnaie qui continue d'être imprimée à coût de millions de milliards de francs CFA à chamalière en France. Je pense que nous devons avoir un peu honte de se dire que 65 années après les indépendances, malgré toutes les lumières que nous avons dans le champ économique, nous avons eu Tunja Mpomi déjà en 1980 qui élaborait sur les mécanismes de sortie du franc CFA. Je ne vais pas parler de Nana Kabuko et d'autres intelligences africaines qui ont suffisamment développé sur la question. Je pense qu'aujourd'hui, les stratégies sont là. Comme vous le dites, c'est énoncé peut-être si simplement. Ce qui nous manque, c'est le courage politique. Et je voudrais rappeler que la stratégie de sortie de franc CFA est alignée sur la stratégie économique dont je viens de parler. C'est pour ça que nous l'étalons sur 10 ans. C'est-à-dire qu'en même temps que nous amorçons le processus de sortie, nous dopons notre industrie pour rééquilibrer notre balance commerciale, afin que le Cameroun soit un pays qui soit capable de consommer 80% de produits localement, excusez-moi la répétition, et donc en ayant renversé la balance commerciale, en ayant des produits d'exportation à haute valeur que nous allons pouvoir vendre à des pays comme le Nigeria, 250 millions d'habitants, 1800 km de frontière avec le Cameroun, la RDC et l'Angola, qui sont des futures locomotives de la croissance africaine, nous allons donc pouvoir mieux absorber le choc monétaire en cas de sortie du franc CFA. Donc, notre sortie n'est pas une mesure isolée, c'est une mesure qui s'aligne également sur le développement industriel que nous mettrons en œuvre dès l'année 2026. En ce moment, le Cameroun dispose d'environ 6 mois de réserve de change. Pour vous, est-ce suffisant pour envisager une sortie du franc CFA? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'en additionnant cela, nous allons commencer à constituer dès l'année 2026 des réserves d'or à raison de 3 tonnes par année pour atteindre 30 tonnes en 2035. Et donc, à ce moment-là, nous aurons, en plus des réserves de change que nous espérons continuer de faire grimper, nous aurons la réserve sur l'or et potentiellement sur d'autres produits miniers stratégiques pour pouvoir supporter notre monnaie. À quelle échéance vous pensez que nous serons sortis? Je pense qu'en 2033 ou plus tard, nous serons sortis. Mais comme je l'ai dit, dès 2029, nous entendons commencer à utiliser cette nouvelle monnaie-là et retirer progressivement, la mettre en circulation et retirer progressivement le franc CFA du marché camerounais. Quelle est la première décision symbolique que vous, Président, vous prendrez pour affirmer notre souveraineté? Je viens d'en citer deux, et je vais les rappeler. La première, c'est de dénoncer les accords de coopération monétaire, ce que je ferai dès le mois de janvier 2026. Et la deuxième, c'est de prendre une décision importante, difficile, mais qui sera d'interdire l'exportation de nos ressources, nos matières premières stratégiques agricoles et minières, afin qu'elles servent localement au développement de notre industrie. La souveraineté est d'abord une question de souveraineté économique. On n'est pas souverain si on n'est pas capable de nourrir, d'employer et de soigner son peuple. Et c'est d'abord une question de création de richesse. Et donc pour cela, il faut qu'on se positionne même dans notre schéma comme une puissance économique et qu'on ait le courage de prendre les décisions difficiles. On ne le dira jamais assez, la diaspora camerounaise brûle d'envie d'apporter du sien à l'essor de notre pays, au développement, dans les différents secteurs. Évidemment, elle est riche en termes d'expertise, diversifiée. Vous, quelles mesures vous prendrez pour justement capter, attirer tout ce potentiel qu'on a vers les différents secteurs, mais surtout pour que cette diaspora soit le relais politique et culturel de notre pays? Il faudrait d'abord dire, ceux qui partent peut-être personne n'aimerait vivre loin de chez soi. Ceux qui partent à cause de la qualité de notre gouvernance, parce qu'ils ne se retrouvent plus, parce qu'ils ont des diplômes et qu'ils ne parviennent pas à être employés, parce qu'ils subissent multiples brimades
sur le marché de l'emploi. Je ne vais pas répéter ici des pratiques qui sont devenues coutumières. Parce qu'ils ne voient pas d'avenir pour leurs enfants, parce qu'on n'a pas de système de sécurité sociale, parce qu'on n'a pas une éducation de qualité, parce qu'on a des routes qui abîment nos véhicules, parce qu'on n'a pas un environnement global qui permette de s'épanouir. Il faut reconstruire le lien avec la diaspora. Je l'ai dit, le code sur la nationalité de 1968 correspondait à une époque où le président Ahidjo avait, à tort ou à raison, estimé que la diaspora camerounaise était un bastion des mouvements indépendantistes et donc que pour mieux la contrôler, il fallait instituer cette double nationalité, faire cette interdiction de la double nationalité qui n'existait pas par ailleurs au moment de notre indépendance en 1960. Donc la première des choses, c'est qu'il faut rompre ce lien-là. Il faut redonner la possibilité aux citoyens camerounais d'avoir plusieurs nationalités s'ils le souhaitent, en précisant bien évidemment l'exercice des fonctions qui, elles, seront réservées exclusivement à ceux qui n'ont que la nationalité camerounaise, leur permettre d'aller et de venir sur le territoire est la première mesure. La deuxième mesure, c'est celle dont j'ai parlé dans le domaine de la santé, mais que nous allons étendre à l'ensemble des secteurs, c'est de mettre en place des ponts entre nos ordres, nos catégories socio-professionnelles et les compétences de l'extérieur pour qu'on puisse bénéficier de leur expertise, qu'on puisse partager, comme j'ai dit, les fruits de la recherche, parce que mutualiser les fruits de la recherche, c'est ce qui est le plus important. Et enfin, ce fonds d'investissement des Camerounais de la diaspora qui nous permettra de capter, on l'espère, à l'horizon 2032, 500 milliards par année, que nous pourrons donc consacrer aux 4 piliers principaux dont j'ai parlé, l'éducation, la santé, les routes et les infrastructures de production et de distribution de l'énergie. C'est de cette manière-là, avec bien évidemment une gouvernance de transparence, parce que qui met son argent a quand même besoin de savoir à quoi il est utilisé, avec une réduction du train de vie de l'État qui montre aux Camerounais de la diaspora, mais également à l'ensemble des Camerounais, que ceux qui dirigent, quand ils demandent de serrer la ceinture, ils commencent par cela serrer eux-mêmes. Abordons à présent les questions de réforme de la dette publique. La dette intérieure, elle est estimée à plus de 1600 milliards de francs CFA. En combien d'années vous souhaitez-vous l'apurer? Je voudrais dire 2 choses. D'abord, j'estime que la dette n'est pas critique à 1600 milliards de francs CFA et que l'objectif n'est pas tant de l'apurer. La dette en soi n'est pas mauvaise. C'est l'emploi de la dette qui pose problème. Faudrait-il rappeler 2-3 éléments. Le Cameroun a levé plus de 2000 milliards pour financer les stades de la CAN, des infrastructures qui n'ont aucun impact dans le développement social et économique de notre pays. Nous avons levé 75 milliards pour financer les ordinateurs Paul Biya HEV, 75 milliards, ça aurait été 3 micro-barrages d'une capacité chacun de 25 MW. Donc le problème, c'est à quoi est-ce qu'on emploie la dette. Je pense que le 18 août dernier, le président de la République a encore donné ordre ou instruction au ministre des Finances de lever 930 milliards sur les marchés. On lève la dette pour rembourser la dette. Donc moi, je n'ai pas pour ambition d'apurer la dette, j'ai pour ambition de mieux utiliser la dette. Le but, c'est qu'on ait un endettement productif, comme je l'ai dit, qui aille principalement à l'investissement, qui aille principalement au développement des infrastructures qui vont permettre de doper l'économie camerounaise et donc d'augmenter les revenus de l'État. Donc c'est la logique d'endettement qu'il faut changer, ce n'est pas tant la question d'apurer la dette. Bien évidemment, il faudra rembourser les souscripteurs dans les délais, mais grâce à une gouvernance de transparence, on pourra encourager de nouveaux Camerounais à participer au lever des fonds aux emprunts obligataires qui permettront de financer ces investissements. Encore faudrait-il convaincre les partenaires étrangers, les créanciers, que votre réforme, votre dispositif peut leur permettre de dormir sereinement? Je pense qu'ils dormiront sereinement. Je ne dirais pas que le Cameroun sera un vaste chantier pour ne pas reprendre les expressions de certains, mais nous entrons dans un cycle sous ma présidence de développement musclé des infrastructures. Et quand vous parlez de développement musclé des infrastructures, vous parlez d'appel à des compétences, à des capacités techniques, à des capacités financières. Ce ne seront pas exclusivement des capacités portées par les Camerounais. Donc notre territoire restera un territoire ouvert au partenariat économique. Nous devrons construire des écoles, des routes, des hôpitaux, des centres de production et de distribution de l'énergie. Ce sera avec l'accompagnement de partenaires étrangers, idéalement prioritairement des partenaires africains, des partenaires du Sud global, mais des partenaires du monde entier qui viendront dans le chemin de transparence que nous aurons, mettre leur argent et être assurés que grâce aux revenus justement de ces investissements productifs-là, ils seront remboursés sur l'accompagnement qu'ils nous offriront. Parlons à présent de l'emploi des jeunes, on en reparle, on en dit quelques mots tout à l'heure, mais on y va un peu plus
dans le détail. Le sous-emploi touche pratiquement 70% des jeunes actifs. Ça, il faut le relever. Combien d'emplois vous envisagez créer, qui c'est peut-être chaque année? C'est ce que j'ai dit. Nous aurons 5 macro-régions, chacune porteuse d'un modèle de développement économique spécifique. Nous aurons additionné à cela 10 grands agropôles industriels que nous allons créer sur le territoire camerounais. Nous aurons le développement des projets infrastructurels pour lesquels on fait appel aux partenaires étrangers. Les routes, les écoles, les hôpitaux, les centres de production et de distribution de l'énergie. Et donc, pour tous ces projets-là, nous pensons que nous sommes capables de générer à l'horizon 2032 1 million d'emplois par an. Mais sur l'année 2026, nous ambitionnons de créer 500 000 emplois. Votre programme, j'ai envie de dire, votre fédéralisme, laisse-t-il à chaque région, les 5, de définir leur politique en interne? Absolument. Ou alors, ce sera la décentralisation, le fédéralisme qui trace une ligne directrice, un schéma identique et adaptable à chaque région? Non, ce ne sera pas un schéma identique. Le chef de l'État est porteur de la vision générale de l'État. Et à ce titre-là, nous dirons quelles sont les priorités du Cameroun dans le secteur de la culture, dans le secteur du tourisme, dans le secteur agricole, dans le secteur minier. Et chacun des présidents de région, accompagné de son gouvernement, parce que chaque région sera dotée d'un exécutif et d'un législatif, pourra donc déployer ce chemin-là en considérant les ressources qu'il a à disposition. Je prendrai par exemple le cas du secteur éducatif. Les contenus d'enseignement seront designés à l'échelle nationale par le chef de l'État, en tout cas par le ministre, sur la base des instructions du chef du gouvernement, par le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche. Mais l'application se fera en fonction des réalités. Par exemple, on parle beaucoup du domaine de la production électrique. Vous comprendrez donc qu'on n'aura aucun intérêt à avoir des filières d'apprentissage de l'hydroélectricité dans la région du Sahel. Je reviendrai peut-être pour citer un peu les 5 grandes régions que nous aurons. Dans la région du Sahel, ils seront concentrés sur la production solaire, alors que dans la région de la côte, ils seront concentrés dans l'hydroélectricité. Donc en réalité, l'État fédéral va fixer la politique générale, va fixer la vision d'ensemble, va s'assurer de la cohérence des politiques publiques de développement, mais la réalité de la stratégie de développement sera sous la coupe et sous la responsabilité des présidents de région. On en aura 5, je l'ai dit, j'en parle depuis. Ces 5 écosystèmes. Donc le premier, c'est la côte. Le deuxième, c'est la région des montagnes. Le troisième, la région de la forêt équatoriale. Le quatrième, les plateaux. Et le cinquième, le Sahel. La question du découpage spécifique de ces régions-là sera à l'ordre du jour de la conférence nationale souveraine dont j'ai parlé, qui sera organisée en octobre 2026, après avoir pris le soin de consulter toutes les couches et tous les représentants de la population camerounaise. Peut-être en attendant cette mise en œuvre, ce serait peut-être bien également d'indiquer ces grands regroupements, côtes, et ainsi de suite. Ça correspond à quoi aujourd'hui? Ça correspond, comme je dis, à des écosystèmes. Je ne voudrais pas rentrer dans le découpage en termes de territoire parce que j'estime justement que cette question est suffisamment sensible pour ne pas l'amorcer sans avoir pris le temps de consulter les Camerounais. Mais pour donner une image, parce qu'il faut en tout cas en donner une, la région de la côte correspond dans les grands ensembles aujourd'hui à une partie de la région du sud-ouest, la région du littoral et une partie de la région du sud. Les montagnes, c'est l'ouest et le nord-ouest, la forêt équatoriale, une partie du centre et de l'est, les plateaux, la région de la Damawa actuelle qui intégrera une partie de la plaine du Mbam et le Sahel, les 2 régions septentrionales. Ce n'est pas un découpage exact, c'est clairement pour donner une image et rappeler que la première question du découpage sera d'abord la viabilité économique de ces territoires-là sur la base, comme j'ai dit, des 5 grandes zones climatiques que compte le territoire camerounais. Et quels seront les contenus des concertations que vous allez mener pour évidemment éviter le volet sensible, parce que vous le relevez vous le relevez dans votre propos. Quel est le contenu que vous mettrez dedans? Vous réunirez des gens pour leur dire quoi? Alors, d'abord, nous rappelons une fois de plus que les Camerounais n'ont jamais élaboré et construit eux-mêmes leur constitution. Et c'est notre ambition. Nous sommes dans un programme de libération et de transformation de notre avenir. Et pour cela, il faut associer les Camerounais en cette phase critique de crise multiple à la prise de décision. Et donc, nous commencerons à l'échelle locale, c'est-à-dire à l'échelle de la municipalité, dès le premier trimestre de l'année 2026, l'échelle du département au 2e trimestre, de la région au 3e trimestre de 2026, avec pour objectif, comme je l'ai dit, de tenir une conférence nationale souveraine en octobre 2026, 1 an après avoir été porté à la tête de l'État. Le contenu sera le plus large possible.
il n'y aura pas de questions qui seront exclues de l'ordre du jour. Nous parlerons de la forme de l'État, nous parlerons de l'équilibre entre le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Nous entendons institutionnaliser également le pouvoir traditionnel dont il y en aura un quatrième. Nous parlerons de la réalité de notre système électoral. Nous allons à une élection aujourd'hui, on n'est pas serein sur la transparence du système électoral camerounais. Nous allons le refondre également et nous parlerons du modèle de production et de redistribution des richesses. Donc, toutes ces questions fondamentales-là seront inscrites à l'ordre du jour. Elles permettront aux Camerounais de s'exprimer. Les recommandations vont remonter aux différentes échelles pour que nous soyons sûrs que le projet de constitution que nous allons adopter au terme de cette conférence nationale souveraine aura pris en compte toutes les sensibilités, toutes les représentations de la population camerounaise. Quelle est la place que les jeunes occuperont dans votre programme? Alors, les jeunes sont des citoyens comme les autres. Quand vous parlez de programme, vous parlez de l'appareil de gouvernance, puisque j'imagine nous venons de parler de la question de l'emploi et de comment est-ce que nous allons, grâce à une activité économique, permettre de résoudre substantiellement la question du chômage qui touche tous les Camerounais, mais très particulièrement les jeunes. Le fait d'être associé à la gouvernance, c'est d'abord une question de compétence. Je voudrais le dire, ce n'est pas une question d'âge. Je suis jeune et pourtant je suis en train de développer un programme de gouvernance. Mon programme à la tête du Cameroun n'est pas le jeunisme. Donc, dans la très large coalition des partis politiques qui m'accompagnent, il y a des jeunes et il y a des moins jeunes. Et donc, vous imaginez bien que si nous gagnons et quand nous gagnerons, ce sont bien ces personnes d'expérience, peu importe leur âge, qui nous accompagneront dans la mise en œuvre de notre projet de développement pour le Cameroun. Donc la première question sera une question de compétence, la deuxième une question de patriotisme, la troisième, la plus importante, une question de conviction, parce que nous devrons prendre des décisions difficiles et en tant que chef de l'État, je devrais m'assurer de m'être entouré des personnes qui ont le cran et le courage d'aller jusqu'au bout des réformes que nous avons promis aux Camerounais, parce que les Camerounais ne seront pas aussi patients avec le prochain chef de l'État qu'ils ne l'ont été avec le président Biya. Donc, il y aura des jeunes autour de moi, comme il y en a toujours eu, mais je peux vous rassurer que le programme dont je parle aujourd'hui, que je défends, même si à l'initiative, il est celui du MP3, il y a plusieurs expertises camerounais qui nous ont accompagnés. Nous avons consulté des magistrats, nous avons consulté des économistes, nous avons consulté des juristes. Ce sont des personnes d'expérience, dont certaines sont bien connues dans le paysage public camerounais et probablement dans les très prochains jours affirmeront publiquement le soutien qu'ils nous portent. Donc, c'est avec tous ces Camerounais-là que nous gouvernerons. Et nous irons plus loin en faisant appel à toutes les compétences de la diaspora qui souhaitent s'associer à cette démarche de transformation de l'avenir de notre pays. Que dites-vous à un jeune de Ngouan, loin dans la région du Sud, un de Nutoko dans le centre, ou de Kolofata, qui envisage l'exil pour trouver de meilleures opportunités, parce que coincé au Cameroun? Que lui dites-vous pour le convaincre de rester? Non, je ne peux pas le convaincre de rester. Je voudrais d'abord lui dire que je le comprends. Je voudrais lui dire que je le comprends parce que le Cameroun tel qu'il est gouverné aujourd'hui, c'est le résultat des grandes réalisations, des grandes ambitions, des grandes opportunités dont on attend toujours de voir les fruits concrets dans notre quotidien. Et c'est parce que justement ce programme de gouvernance n'a pas été à la hauteur des attentes des populations camerounaises qu'on a de nombreux Camerounais par centaines, par milliers qui prennent la voie de la mer Méditerranée pour aller trouver de meilleurs lendemains ailleurs. Je leur dis pour le moment, si vous pensez que c'est mieux pour vous d'y aller, je vous comprends. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'Afrique, globalement, ce sera 2 milliards d'habitants. 2 milliards d'habitants en 2050. Je viens de parler un peu de la structuration économique et industrielle que nous portons. Le Cameroun comptera 50 millions d'habitants. C'est les Camerounais qu'il faudra nourrir, qu'il faudra loger, qu'il faudra vêtir, à qui il faudra fournir de l'emploi. Nous avons le potentiel, comme je l'ai dit, grâce à la frontière avec le Nigeria, grâce à la proximité dans la CEA, avec des pays comme la RDC et l'Angola, de redevenir une puissance économique. Et c'est avec vous, avec chacune de vos compétences qu'on va construire cela. L'Afrique va être la plus grande et la plus importante force de travail de l'humanité pour les 30 et les 40 prochaines années. Ça veut dire qu'en fait, nous serons le cœur de l'économie mondiale. Mais quand vous partez, vous laissez le terrain à une recolonisation insidieuse de notre continent, parce que d'autres viendront se servir de toutes ces ressources que nous avons. Donc tout ce que je voudrais leur dire, c'est qu'une nouvelle porte va s'ouvrir pour l'avenir de notre pays, avec une gestion transparente, avec une logique budgétaire productive, avec une gestion responsable de l'argent des Camerounais, et qu'on aura besoin d'eux pour construire cette dynamique-là. Et que s'ils partent, qu'ils partent pour prendre des compétences, pour prendre des fonds, et pour revenir s'associer à la démarche de transformation de notre pays. L'Afrique est l'avenir du monde et je pense que le Cameroun est l'un des pays qui sera la locomotive de cette nouvelle Afrique conquérante.
Reparlons de la digitalisation de l'État. On en a parlé, on a évoqué un pan tout à l'heure, parlant de l'administration. 30% des Camerounais ont accès à l'Internet au débit aujourd'hui. Vous, quel objectif visez-vous à l'horizon 2030? Bon, 30% ont accès à l'Internet au débit. La couverture globale est de 45% sur le territoire. Donc nous entendons la doubler sur les 7 prochaines années avec un investissement de 1500 milliards dans le développement principalement de la fibre optique et des pylônes qui permettent de développer le réseau sur le territoire. Mais je voudrais dire que quand on parle de digitalisation des services publics, ce n'est pas forcément l'accès à l'outil informatique qui permet d'avoir justement recours à manipuler les réseaux sociaux, d'aller sur Internet. C'est véritablement toute la logique d'amélioration de la qualité du service public. Nous comptons développer un numéro d'identifiant unique qui sera autant lié à la carte nationale d'identité, au permis de conduire et la carte santé que nous comptons mettre en œuvre pour les citoyens camerounais. Et donc, le Camerounais, même s'il est dans une zone non couverte par Internet, mais je dis bien 90% du territoire sera couvert d'ici 2032, il aura quand même son numéro d'identifiant unique, il aura quand même cette carte qui lui permettra d'être prise en charge par les services publics de l'État, pour le cas particulièrement de la santé, avec le développement qu'on aura, la construction des 50 hôpitaux de référence dont j'ai parlé, on va rapprocher l'offre médicale du citoyen camerounais, et donc même si on est dans une zone où la couverture Internet n'est pas de haut débit, votre carte de santé permettra que vous soyez pris en charge par nos structures hospitalières et que vous bénéficiez des meilleurs soins. Donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer les procédures du service public et d'offrir aux Camerounais le service qu'ils méritent, qui doit correspondre à l'impôt qu'ils payent pour la qualité de ce service-là. Les 100 premiers jours, quelles sont les mesures précises, directes, concrètes que vous prendrez dans ce secteur numérique? Alors, spécifiquement, le secteur numérique, ce sera la digitalisation du cadastre. Je pense que c'est la chose la plus importante. Mettre en réseau la carte foncière du Cameroun pour qu'on arrête d'avoir des doublons et faciliter justement la transparence des procédures foncières pour protéger les plus démunis, pour protéger également les investisseurs. Je pense que c'est la chose immédiate. Mais je voudrais rappeler, il n'y a pas de mesure simple. Quand on doit gouverner un État, surtout un État qui vient de loin comme le nôtre, ensuite il y aura la question de la digitalisation de l'état civil qui, elle, prendra sans doute un peu plus de temps. Est-ce que le dispositif actuel en l'état vous permettra-t-il d'atteindre cet objectif, sachant évidemment, on l'a dit tout à l'heure, qu'en termes de couverture, le Cameroun n'est pas forcément un exemple? En tout cas, il faudra amorcer. Il faudra l'amorcer. La plupart des mesures que nous portons sont des mesures de transformation structurelle. Donc nous sommes bien conscients qu'il n'y aura pas des résultats toujours concrets dans le quotidien des Camerounais avant 2 à 3 ans. Mais je l'ai dit, courage politique, reconstruire le lien social, la confiance que les Camerounais ont envers leurs dirigeants politiques, les associer à la prise de décision. Dans cette mesure-là, ils seront plus enclins à serrer la ceinture, à supporter pour qu'on atteigne, au bout de 2-3 ans, une digitalisation un peu plus complète de notre fonction publique et de notre appareil d'État. Et pourtant, il y a 2 couches sociales qui se sentent les plus lésées quand on parle de digitalisation. Il y a les plus pauvres, parce qu'évidemment, ça coûte, mais il y a aussi les plus âgés, le 3e âge, qui ne sont plus forcément aptes à s'adapter, pour me redire, aux nouvelles technologies qui prennent du temps à comprendre. Pour cela, y aurait-il des mesures spécifiques? Comment les ramener dans le modernisme en termes de communication? Alors 2 choses intelligente? Le but pour nous, ce n'est pas forcément qu'ils comprennent, c'est qu'ils aient accès. Déjà, j'insiste là-dessus. Mais il peut y avoir accès et puis ne jamais... Quand vous êtes une personne du 3e âge, vous avez le fameux numéro d'identifiant unique dont j'ai parlé. Vous avez votre carte d'identité qui est connectée à votre permis de conduire si vous conduisez encore, qui est connectée à votre carte de retraite et qui est connectée à votre carte de santé. Ça vous permet, quand vous vous rendez dans un service public, d'être pris en charge. Et je pense que c'est ce que vous demandez. Maintenant, pour le cas de l'accès à l'outil, nous entendons la construction. Le Cameroun n'aura peut-être plus 360 arrondissements, mais en tout cas, dans la carte géographique du pays que nous aurons, le découpage territorial que nous aurons adopté, nous construirons dans chacun de nos arrondissements ce que nous avons appelé une maison de l'information, de la culture et de l'entrepreneuriat. Ce sera à la fois justement un centre d'accès à l'outil numérique, une bibliothèque, un espace de capitalisation et d'amélioration des vocations culturelles, donc le chant, le théâtre, l'art, la sculpture, un espace de coworking pour les jeunes entrepreneurs, et donc ça permettra d'avoir des petites sessions de formation et des personnels du service public qui sont disponibles pour aider ceux qui, directement à la maison, n'ont pas accès directement à un smartphone ou à la couverture Internet. Donc nous allons rapprocher au mieux possible l'infrastructure des usagers. Alors,
l'autre question, on va à présent parler de la valorisation des ressources stratégiques. Le secteur forestier rapporte environ 150 milliards de francs par an. Comment doubler cette contribution sans aggraver la déforestation? Alors, quand vous posez la question, ça suppose que nous continuons justement d'exporter notre bois. Or, moi, je vous l'ai dit, je suis dans une logique de transformation locale. D'accord. Donc, pour améliorer la contribution sans accroître la déforestation, il faut simplement implanter au Cameroun toutes les activités de la chaîne de valeur. Il faut que le Cameroun, qui est un pays qui a des essences de bois rares, devienne un leader dans la production des matériaux de construction à base de bois, dans la production du mobilier, dans la production de l'immobilier, dans la production des cure-dents. Nous devons pouvoir créer à partir de cette richesse forestière localement, doper une industrie du bois qui fera de nous l'un des leaders. Mais plus loin que ça, à l'image de ce que le président Sankara avait institué au Burkina Faso en 1984, il faudra mettre en place un programme de reboisement. Et nous avons appelé une naissance un arbre. Nous avons 1 million de naissances par année au Cameroun. Il faudra donc à chaque fois qu'il y ait une naissance, que cette famille-là participe du replantement, du reboisement de notre forêt pour qu'on puisse protéger les générations futures qui arrivent, qui auront besoin d'ailleurs pour des conditions climatiques, de gaz à effet de serre, pour des questions de gestion de l'environnement, qui auront besoin d'une forêt toujours plus saine. Cette forêt qui nous nourrit et que nous ne devons plus continuer d'abattre sans prévoir de protéger ceux qui arrivent par la suite. À travers le secteur forestier, à combien estimez-vous le gain en termes d'emplois créés? Alors, je dirais difficilement. Nous avons un gain, les emplois directs. Nous avons un gain global de 1 million d'emplois que nous comptons créer par année supplémentaire. Le secteur industriel, de manière globale, parce que les services aussi, il faut les intégrer, constitue plus de la moitié. Nous sommes entre 550 000 et 600 000 emplois créés par le secteur industriel. Donc, ça, c'est à l'horizon 2030. À l'horizon 2032, effectivement. 2032, donc je pourrais difficilement vous dire la part de la foresterie, la part des mines, la part du pétrole avec précision, mais c'est à peu près 600 000 emplois créés par la transformation locale de nos ressources et les 400 000 complémentaires par les services. Comment comptez-vous rendre totalement transparents les contrats miniers et forestiers, secteur souvent perçu évidemment comme très opaque? C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Je veux dire que ce n'est pas toujours publié, tout au moins mis à la portée de l'opinion du public. Ces contrats, les Camerounais savent qu'ils ont des richesses à l'est, dans la partie septentrionale, mais ils n'ont pas toujours les contours. La première des choses, je vous l'ai dit, la carte minière du Cameroun existe depuis l'époque allemande, il faut la publier. Il faut la rendre accessible à tous les Camerounais pour que chacun d'entre nous sache exactement de quelle richesse regorge notre sol et notre sous-sol. Ensuite, je vous l'ai dit, 5 macro-régions porteuses de potentiel de croissance économique avec un développement autocentré. Chacune d'elles définira les filières prioritaires de développement et donc les filières, quand elles sont concernées, minières ou pétrolières. Et donc, les contrats, en tout cas les revenus liés des contrats d'exploitation devront être rendus publics. Je pense que c'est l'exigence des initiatives comme ITI, où le Cameroun a adhéré, je pense qu'il y a quelques mois, on s'est fait sortir de là. Et donc, il y a une nécessité d'une transparence. Pour moi, c'est une obligation. Le chef de l'État, sa première prérogative, en dehors de protéger les citoyens camerounais, c'est de gérer l'argent des Camerounais. Et quand vous gérez l'argent des gens, même dans nos tontines, vous vous rendez compte, vous faites un rapport de l'utilisation de ces fonds-là. Et donc, il ne faudra pas avoir peur. Le problème, c'est que nous sommes dans une logique de l'État rentier, où une petite clique de dirigeants ont pris notre pays en otage. Ce sont eux qui gèrent les 7 300, devenus 7 600 milliards de budget annuel. Et donc, ils ont un intérêt particulier parce qu'ils utilisent cet argent-là pour entretenir leur train de vie princier, à ne pas dire la vérité aux Camerounais sur la gestion de leur argent. Nous venons avec un système totalement déconcentré dans lequel il y aura la juste transparence et donc l'obligation de rendre compte de la gestion du secteur minier et pétrolier sera totalement observée. On parle de ces ressources en général souterraines, mais on ne parle pas beaucoup des réserves que le Cameroun lui-même peut se constituer, évidemment, pour désormais compter parmi les pays riches, parce qu'évidemment, les matières comme l'or, le diamant, je viens d'en parler. Quelle est la stratégie que vous mettrez en place pour que ces réserves-là, le Cameroun en ait en quantité, évidemment en qualité aussi, et qui essaie peut-être transformer notre économie? Non, simplement comme il est constitué, j'en ai parlé sur le champ de la monnaie, avec un objectif clair. Nous devons constituer une réserve, pour le moment nous sommes sur l'or, de 3 tonnes d'or par année, pour qu'au bout des 10 prochaines années, nous ayons 30 tonnes et que ça permette de supporter une partie de la monnaie
idéalement régional, sinon national, que nous entendons créer. Nous pourrons effectivement aller sur le coltan, sur le diamant, sur un certain nombre de terres rares qu'on annonce également sur notre territoire. Le Cameroun, pas moins que la RCA ou la RDTC, est un scandale géologique. Donc oui, ce sont des éléments que nous ne devons plus. Vous comprenez pourquoi j'insiste sur l'interdiction de l'exportation de ces minerais stratégiques avant la première transformation locale, parce qu'ils sont, ces minerais-là, non seulement source de puissance économique, source de réserve et source d'une industrie qui va permettre d'employer nos enfants. Donc nous devons, la stratégie principale, c'est de les conserver, une partie en réserve et une partie en transformation pour que ça devienne des produits d'exportation de forte valeur ajoutée que nous pourrons commercialiser sur le continent africain et ailleurs. Est-ce à dire que vous, Président, première mesure, tout au moins dans le secteur minier, dans le secteur forestier, c'est d'abord de rompre les contrats existants, faire un audit, oui. Et qui c'est peut-être... Alors, faire un audit, pas rompre. On n'a pas besoin de rompre pour faire un audit. Effectivement, ce sera de faire un audit pour savoir exactement ce qu'il y a là-dedans, quels sont les contrats qu'on renouvelle. Et comme j'ai dit, avoir une autre logique de discussion avec nos partenaires. Le Cameroun produit du cacao de qualité. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas sur le territoire une dizaine de chocolateries? C'est exactement dans cette logique-là que nous devons aller. Vous allez vendre, et je vais aller au bas prix aujourd'hui, vous allez vendre un kilo de cacao à 1000 francs. Je pense qu'il est à 5000 aujourd'hui, mais il va continuer à avoir des fluctuations sur le marché. C'est le prix de la barre de 100 grammes. De 100 grammes qui elle-même n'est pas constituée à 100% de cacao, puisqu'il y a eu une dilution. Donc vous perdez pratiquement 90% de la valeur de votre produit en l'exportant. Parce que tous ceux qui bénéficient des emplois, de l'industrie, de la logistique, des assurances, des services financiers, ce sont des entreprises étrangères et donc des pays étrangers. Donc oui, nous allons devoir rompre un certain nombre de contrats, avoir un dialogue franc avec nos partenaires pour dire nos réserves et nos ressources doivent d'abord permettre de développer notre pays. Nous vous encourageons à venir chez nous. Nous allons mettre en place l'architecture fiscale et judiciaire qui permet de préserver vos investissements, mais venez mettre vos usines. Notre ambition, et d'ailleurs dans notre programme, c'est que le Cameroun devienne la nouvelle usine alimentaire, le principal pôle agroalimentaire du continent africain. Je pense que nous avons un sol suffisamment riche, nous avons les intelligences, nous avons les ressources pour que nous puissions nourrir une bonne partie des 2 milliards d'habitants que le continent aura d'ici 2050. Les partenaires véreux doivent-ils se sentir menacés? Sinon, quel message pour les rassurer ce soir? Je veux dire qu'évidemment, on a parlé de litier tout à l'heure, un certain nombre de contrats sont remis en cause, tout au moins à cause de leur non-transparence, à travers des études et des enquêtes menées par un certain nombre de personnalités. Je ne vais pas parler d'Akeremouna, mais il y a l'affaire Genco qu'on connaît. Là, on a pu déceler des irrégularités dans des contrats signés, dans leur mise en œuvre. Si vous avez un message pour rassurer justement ces partenaires, surtout ceux qui sont dans l'irrégularité, mais qui souhaitent poursuivre, ce serait lequel? Pourquoi devrait-on rassurer un partenaire véreux? Je dois vous le dire, c'est bien que vous évoquiez le nom du bâtonnier. J'ai personnellement travaillé sur ce dossier. C'est moi qui ai été l'expert technique qui a justement travaillé sur le dossier de l'affaire Glencore, qui a montré qu'à certains moments, la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, commercialisait notre brut 30, des fois 50% en dessous de sa valeur ou de la valeur du brut sur les marchés internationaux. Nous savons exactement ce qui se passe. Je pense qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des comptoirs qui étaient installés entre Genève et Abuja avec des mallettes d'argent qui circulaient. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, l'affaire a été renvoyée, je crois, en 2026, voire 2027. J'espère que ce n'est pas un renvoi à caractère politique de la part de nos partenaires anglais, mais cette affaire au tribunal permettra de savoir. Nous avons un doute suffisamment orienté sur l'identité des gestionnaires de la fortune publique camerounaise qui ont été impliqués dans cette affaire-là, qui se sont sucrés sur le dos des Camerounais. Donc, il ne s'agit pas seulement de rassurer les partenaires véreux étrangers, il s'agit de dire à nos dirigeants politiques qu'ils devront rendre gorge. Et vous me permettrez de dire que dans notre architecture de gouvernance, nous allons mettre en place une force spéciale de lutte contre la corruption, dont les pouvoirs ne vont pas se limiter à l'enquête et à la poursuite, mais également à la récupération des fonds, parce que ces fonds qui ont été volés, c'est l'argent des Camerounais, il faudra le leur rembourser. Donc nous allons mettre en place une architecture de transparence qui doit nous permettre de vendre les matières premières camerounaises à leur coût réel. Et nous n'hésiterons pas d'ailleurs à renégocier en concertation avec les autres pays africains les coûts de commercialisation de nos matières premières sur les marchés internationaux. Quel était votre rôle principal, votre rôle singulier dans cette affaire? Je veux dire, dans les enquêtes qui ont mené à découvrir... Nous avons pu obtenir, grâce au réseau, je ne les citerai pas, du bâtonnier Akeremouna, des tableaux qui montrent l'évolution des coûts de commercialisation et même des quantités
du pétrole brut commercialisé, je pense, entre 2010 et 2017. Okay. Et donc, mon rôle a simplement été une analyse, parce que ces courbes-là permettaient de voir quel était le prix du baril de Brent sur le marché, de faire une analyse mois par mois, et donc d'identifier les mois sur lesquels on avait des écarts significatifs, et d'aller chercher quels sont les traders qui avaient bénéficié, et je pense qu'on peut les citer, il y a Glencore, mais également Vitol, donc les traders qui avaient bénéficié de remises qui allaient au-delà de 10%. Parce qu'il faut le savoir, le pétrole brut camerounais est particulièrement lourd, donc il arrive qu'il ait une décote par rapport au prix du baril de Brent sur le marché international, mais nous avions fixé le cap à 30%. Au-dessus de 30%, nous savons exactement sur quel mois, quel trader a bénéficié d'une remise qui était beaucoup plus importante que celle qui aurait dû être. Je pense que le bâtonnier, à l'époque, a transmis ce rapport non seulement à la présidence de la République, mais également à l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures. Pour le moment, on continue d'attendre. Peut-être qu'on attend simplement que la juridiction anglaise juge l'affaire, mais je pense que la justice camerounaise aurait depuis bien longtemps dû se saisir de cela. Je ne vais pas parler du cas Bourbon, sur lequel je n'ai pas travaillé, mais qui nous dit encore la centaine de milliards de francs CFA que nous perdons en termes de recettes fiscales parce que les entreprises viennent chez nous ne se confondent pas à la réalité. Donc il faudra de la rigueur, il faudra de la transparence, il faudra de la justice. C'est l'argent des Camerounais. Nous le gérons en leur nom. Nous devons le faire avec responsabilité. C'est un outil qui est mis à notre disposition, nous, acteurs politiques, pour nous assurer que les générations à venir auront un futur et un avenir bien meilleur que le nôtre. Plus concrètement, quelles sont les dispositions que vous prendrez pour la lutte contre la corruption? Premier volet. Deuxième volet, pour les corrompus, ou alors contre les corrompus et les corrupteurs convaincus. Deuxième volet. Troisième volet, le dispositif actuel de lutte, c'est-à-dire commission interne dans les administrations, ANIF, CONAR, de l'État, tribunal criminel spécial. Est-ce que ce dispositif vous satisfait-il? Non, il ne me satisfait pas. Donc voilà un peu trois volets de la question. Et je commence par la dernière question, parce que c'est ça qui nous fait avoir des recommandations. C'est un dispositif qui ne nous satisfait pas, c'est une multiplication des prérogatives. Et justement, c'est pour ça que vous comprenez la nécessité pour nous de venir avec un État fédéral et avec un gouvernement de 20 membres qui est vraiment guidé par une logique de recherche de la performance. Donc nous aurons une autorité spéciale, comme je l'ai dit, qui aura les prérogatives d'enquête et de poursuite, mais surtout de récupération des fonds. Ça, c'est la première architecture que nous allons mettre en œuvre. Et donc, nous allons convoquer, dès le mois de décembre 2025, la Cour des comptes, pour qu'elle nous produise le rapport, une synthèse du rapport de gestion des finances publiques de l'année 2000 à l'année 2025, sur les 25 dernières années. Et sur la base de ce rapport, qui seront analysés autant par les services de la primature que par les services de la présidence de la République, nous traduirons, je traduirai devant les juridictions compétentes tous les gestionnaires de la fortune publique camerounaise qui se seront rendus coupables de détournement de fonds, afin qu'ils rendent gorge et que cet argent puisse être récupéré. Si c'est des biens immobiliers qui ont été acquis à l'extérieur, nous avons tous les outils pour les récupérer et les remettre à la disposition de l'État camerounais afin que ces biens servent à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Donc voilà un peu l'architecture de lutte corruption que nous aurons, mais de manière globale, il faudra être beaucoup plus rigoureux, il faudra être beaucoup plus sévère, il faudra aménager des peines qui découragent, il faudra que l'on se rappelle que le bien public, quand on le touche, on est traduit et on est responsable de ses actes. En termes de gains, avez-vous chiffré les effets positifs de cette lutte? Ça nous rapporte combien? Je veux dire, on économise combien? On épargne combien? Alors, pas spécifiquement sur la lutte contre la corruption. Nous avons une évaluation à peu près de 2000 milliards de biens détournés sur les 10 dernières années qu'il va falloir aller rechercher. Les 10 dernières années seulement? Sur les 10 dernières années, 2000 milliards de francs CFA qui ont été détournés, qu'il va falloir aller rechercher. Donc ça, c'est déjà une évaluation très claire. Mais comme je l'ai dit, les économies que nous réalisons sont effectuées à l'aide de plusieurs leviers en même temps. Je parle de la corruption, mais j'aimerais parler également, je le dis souvent, de la mercuriale des marchés publics. Il y a des biens de consommation courante que l'État camerounais achète 2, 3, des fois 4 fois plus cher que leur prix réel de commercialisation sur le marché. Quand vous achetez un stylo à 100 francs, à 150 francs et que l'État l'achète à 400 francs, c'est un problème. Donc ça aussi, c'est un problème, peut-être pas de corruption, mais de gabegie financière qu'il va falloir résoudre. Je l'ai dit, la priorité ne sera plus le train de vie princier de quelques-uns, ce sera l'amélioration des conditions de vie de tous. D'accord. Alors, vous envisagez créer un fonds des générations futures. Tout à fait. C'est quoi le concept? Alors, le concept, c'est de pouvoir créer une réserve pour permettre aux générations qui vont nous succéder
d'avoir le plus possible le moins recours à l'emprunt. Et si elles le sont, ce sera dans une réserve qui leur permettra d'aller chercher de gros capitaux, un cash collatéral qui leur permettra d'aller chercher de gros emprunts à l'international pour réaliser des projets stratégiques. Je pense que nous sommes des Africains, je l'ai dit sur le foncier. Nous vivons d'abord parce que nous avons une pensée collective et parce que nous nous soucions de ce que nous allons léguer aux autres. Donc à terme, nous allons commencer timidement, mais à terme, nous espérons pouvoir capter 2% du PIB pour constituer cette réserve-là et se dire, c'est mon ambition, en laissant le pouvoir que j'aurai garanti un minimum l'amélioration des conditions de vie de nos enfants et de nos petits-enfants. En quoi seront-ils différents ces fonds des milliers de programmes spéciaux dont la transparence n'est pas toujours garantie qui existent en ce moment? Je veux dire, vous constituez un fonds qui serait peut-être hors budgétaire, hein, je présume. Tout à fait. Donc, d'abord, est-ce qu'il est accessible aux élus, les députés, qui vérifient ça? En quoi serait-il donc différent des fonds spéciaux non transparents qui existent en ce moment? Déjà, il sera accessible, je vous l'ai dit, bon, nous on va dissoudre le Sénat, il sera accessible à l'Assemblée nationale. C'est quand même l'Assemblée nationale qui joue le rôle du contrôle de l'action gouvernementale et donc également du contrôle de ce fonds-là. La plupart des fonds spéciaux auxquels vous assimilerez notre démarche sont des fonds spéciaux, j'allais dire, d'intérêt de court terme. C'était pour des projets qui devaient être réalisés sur 3 à 5 ans. Nous parlons vraiment de la conservation et la préservation de l'avenir de nos enfants. Donc la première différence, c'est que nous ne constituons pas un fonds que nous devons nous-mêmes utiliser, donc il n'y a aucun intérêt pour nous d'aller piocher là-dedans. Nous constituons un fonds qui est un héritage pour les autres. Ensuite, dans un système de totale transparence, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire aux Camerounais, une fois de plus, comme je l'ai dit, ce qu'on fait de leur argent, et que nous serons tous ouverts à accepter que l'État prenne 2% du produit intérieur brut chaque année pour le consacrer à ce fonds, si nous sommes conscients que ça va aider à construire les hôpitaux, les écoles, les routes, les infrastructures de production et de distribution pour les énergies sur les 30, 40, 50 prochaines années. Donc la clé, c'est la transparence, la clé, c'est la bonne gouvernance, la clé, c'est l'emploi responsable des ressources de l'État. Pour terminer, on va dire un mot sur la culture et un autre sur le sport. En termes de culture et tradition, on a quand même 250 au minimum. Hein. Je veux dire qu'elles ne sont pas toutes recensées. Mais on part sur une base minimale de 250 communautés, tribus, c'est comme vous voudrez. Dans notre pays, quelle est la politique culturelle que vous mettrez en place, non seulement pour les valoriser, mais davantage pour améliorer la communion intercommunauté? Je voudrais dire, et je vous remercie de me poser cette question, que pour moi, le Cameroun n'est pas le fruit du hasard. D'accord. Le Cameroun, je ne sais pas si je dirais que c'est la pensée de Dieu ou des ancêtres, mais c'est une volonté d'avoir eu sur ce territoire, au cœur de l'Afrique, une Afrique en miniature qui regroupe autant les flores, les faunes, mais l'ensemble des grands peuples qui constituent le grand continent africain. Je pense que nous avons justement pour vocation, notre pays a pour vocation d'être la terre d'expérimentation de la nouvelle culture planétaire. Si nous montrons à l'humanité que dans cette diversité-là, nous sommes capables de vivre ensemble, alors nous enverrons un message fort quand nous voyons tous les conflits qui existent à l'échelle de la planète. Donc c'est un devoir de réussir ce modèle culturel-là. Et il y a plusieurs dispositions que nous allons prendre. Je vous l'ai dit, l'une des premières, c'est que nous allons institutionnaliser le pouvoir traditionnel. Nous allons créer le Haut Conseil national des cultures qui va trôner sur le plateau de l'Adamawa. J'aime bien dire le plateau d'Adama et d'Awa, que ceux qui peuvent comprendre comprennent. Et donc, il trônera là-dessus. Il sera la représentation, il sera constitué de toutes les chefferies, tous les chefs de premier degré de la République du Cameroun, qui auront d'abord un rôle consultatif au regard des 3 autres pouvoirs, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire. Leur rôle sera de conseiller et d'accompagner pour qu'on soit sûr que les réformes que nous mettons en place correspondent à la philosophie et à la conception que, en tant qu'Africains, nous avons de la vie. Ce sera la première des choses. Sur le plan, j'allais dire, un peu plus de notre brassage, de notre vie en communauté, 2 choses. La première chose, c'est l'éducation. Nous avons un système éducatif, j'ai parlé des STEM, les sciences et technologies, l'ingénierie, la mathématique, pour avoir un développement industriel. Mais je n'ai pas parlé assez du fait que notre système éducatif ne nous apprend pas assez qui nous sommes. L'histoire du Cameroun n'a pas commencé en 1885 à la conférence de Berlin. L'histoire du Cameroun n'a pas commencé en 1492, quand Fernand Nopo parcourait les rives du fleuve Vouri. Nous avons des peuples qui vivent sur ce territoire depuis plus de 1000 ans et qui, depuis plus de 1000 ans, ont développé de la science, ont appris à se soigner, ont appris à organiser leur territoire, ont appris à défendre leur territoire, ont appris à produire et à redistribuer de la richesse. Il faut que l'on enseigne cela dans notre système éducatif. Ça aura au moins 2 vertus.
La première, c'est de savoir qui nous sommes. Et la deuxième, c'est de réaliser qu'en fait, nous ne sommes pas si différents les uns des autres. Moi, étant peut-être le fils d'un porteur de tradition, j'ai eu la chance d'accompagner mon père dans plusieurs contrées du territoire camerounais. Et j'ai découvert que le corpus initiatique qui fonde les peuples camerounais, il est le même. Il est le même. Quand, monsieur Dipita, vous êtes chef traditionnel, donc je ne vous l'apprends pas, le rôle de la migale, l'araignée, le rôle du crocodile dans nos traditions, qu'on aille chez les Bamoun, qu'on aille en Gaoundéré, qu'on aille dans le littoral, c'est exactement la même chose. Donc, via le système éducatif, il faut réapprendre aux Camerounais à se connaître, à se reconnaître et à s'aimer. Et enfin, nous allons adopter, sous la coupole de l'État, un calendrier national des manifestations culturelles qui aura pour but de faire justement, je vois qu'aujourd'hui le Ngono est passé au patrimoine de l'UNESCO, le Ngono quelques temps avant, mais véritablement de faire de ces rencontres-là, non pas la rencontre des seuls peuples originaires, mais vraiment des rencontres nationales qui sont portées par l'État du Cameroun et qui permettent à tous les autres de venir au rendez-vous de la communion nationale. Enfin, sur le plan éducatif, pour les meilleurs élèves de nos classes de seconde, nous entendons mettre en place des programmes d'échange scolaire qui leur permettront au deuxième trimestre de l'année de seconde, pour les meilleurs d'entre eux, d'aller le passer dans des régions différentes. Et donc, ça va permettre de créer un brassage. En fait, le meilleur moyen d'améliorer cette situation, c'est de mieux se connaître et de mieux se découvrir. Et ce sera un point particulier. Je vous l'ai dit, notre programme est essentiellement basé sur la valorisation des valeurs traditionnelles africaines dans le champ politique, afin qu'on ait un modèle de gouvernance qui nous ressemble et qui nous rassemble. L'autre question derrière cette communion, c'était évidemment, vous savez, c'est un fléau qui, j'ai failli dire menace même, qui c'est peut-être l'unité des communautés. C'était, si vous avez deux mesures pour la lutte contre le tribalisme ambiant que l'on vit et que l'on ressent davantage sur les réseaux sociaux, ce seraient lesquelles? Alors, moi, je ne crois pas véritablement au tribalisme comme on le présente. Les Camerounais vivent ensemble, les Camerounais mangent ensemble, les Camerounais créent des business ensemble, les Camerounais fondent des familles ensemble. Nous sommes de plus en plus issus de mélanges. Et donc, les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble. Je reprendrai les paroles d'une autorité traditionnelle qui m'a dit il y a quelques jours qu'on a un problème de manger ensemble, on n'a pas un problème de vivre ensemble. Donc, je ne crois pas qu'il existe tant que ça un tribalisme. Je crois qu'il y a des acteurs politiques qui instrumentalisent certains clivages à des périodes d'approche des élections pour servir leur propre intérêt. Donc, deux choses. J'ai répondu partiellement. J'ai dit d'abord le système éducatif. Il faut qu'on ait un système qui nous apprenne que nous sommes au-delà du folklore, qu'on comprenne véritablement l'essence de notre être. Et c'est l'une des réformes particulières de notre système qui va intégrer également l'apprentissage des langues nationales camerounaises. C'est un élément important. Et le deuxième, je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a une loi contre les haines et les violences tribales. Il faudra simplement l'appliquer avec beaucoup plus de rigueur. Les discours de haine dans l'espace public devront simplement être réprimés avec la plus grande rigueur. Voilà ce qu'il faudra faire. Mais je pense que les Camerounais s'aiment, les Camerounais se comprennent, les Camerounais comprennent. Et c'est peut-être pour ça que l'instrumentalisation augmente. Ils comprennent plus que jamais que 2025 leur offre l'opportunité de construire une nouvelle page de leur histoire. Et je leur demande de ne pas se laisser distraire par quelques personnes qui nous font croire que nous sommes différents. Nous sommes exactement le même peuple et nous avons un message à porter à l'Afrique et un message à porter à l'humanité, celui de l'unité dans la diversité. Sur la politique sportive, instrument de distraction ou simplement instrument d'enrichissement en termes de financement, mais également en termes de brassage des peuples, en termes d'émulation du pays, en termes de promotion de l'image. Quel est votre angle? J'ai failli dire d'attaque pour parler comme le journaliste, de votre stratégie, votre politique sportive? Un instrument de communion qui a été transformé en instrument de distraction, malheureusement. C'est pas qu'au Cameroun. Moi j'ai eu le privilège d'étudier dans un pays, le Canada, où le hockey sur glace est une religion et où quand le Canadien de Montréal doit jouer, la vie s'arrête dans toute la province du Québec. Mais les Québécois en ont fait justement un instrument de grandeur et de fierté. Et nous avons transformé, les Lions indomptables ne parviennent plus à avoir les victoires qu'ils avaient dans le temps. Nous avons justement transformé cet instrument de communion-là en un instrument de distraction et de division, sans doute parce qu'il concentre tellement l'attention du peuple camerounais que finalement on oublie qu'on a des problèmes beaucoup plus importants. Moi j'aimerais avoir une politique du sport qui sort du football. Nous avons vu les Lions
un ONTAD du basket arrivé en demi-finale de l'Afro-Basket il y a quelques jours. Je tiens une fois de plus à les féliciter, sans l'accompagnement de mon point de vue qu'ils auraient dû avoir. Il faut rapidement rendre les fédérations sportives autonomes, mais ça c'est dans le cadre d'un modèle économique que nous allons mettre en œuvre en encourageant, grâce à des facilités fiscales, les entreprises camerounaises à financer le sport et à financer particulièrement les compétitions nationales et les fédérations. Je crois que MTN a fait un pas, pour ne pas les citer, sur la Ligue de foot, mais il faut impliquer un peu plus, BGFI travaille sur le tennis, il faut impliquer un peu plus les entreprises camerounaises dans le financement du sport, qui est un élément effectivement de la construction de la cohésion nationale, mais qui est également un instrument de développement des talents et des compétences, parce que les artistes et les sportifs sont souvent ceux qui, mieux que les autres, de par leur visibilité, vendent le verre aux jeunes à l'échelle internationale. Donc voilà un peu ce que nous pensons de ce que doit être ou doit devenir le sport camerounais. De nouveau, un instrument de communion, mais un instrument d'affirmation de notre grandeur et de notre puissance. Alors pour terminer, vous proposez un projet global qui veut transformer l'État du Cameroun, redonner confiance aux citoyens et positionner le Cameroun comme un moteur de la renaissance africaine. Mais derrière chaque réforme se posent deux questions fondamentales, son financement et son impact concret sur la vie quotidienne des Camerounais. En un mot, pourquoi les électeurs devraient-ils croire que IRAM 2025 est non seulement ambitieux, mais aussi surtout réaliste et réalisable? Pour le cas de la réalité, je les inviterai à le consulter. Je vous ai dit, il y a 4 mois, vous m'avez reçu en primaire. C'est chez vous que j'ai annoncé ma candidature à l'élection présidentielle. C'est donc la première interview où je parle du détail du programme. Il sera disponible sur l'ensemble de nos plateformes dès lundi. Et nous donnerons la semaine prochaine une conférence de presse détaillée où nous allons prendre le temps d'expliquer réforme par réforme. Pour le cas de la réalité, je pense que les tableaux, les graphes et les données chiffrées, et je peux le dire, pas par chauvinisme, je ne suis pas sûr que les Camerounais auront déjà eu accès à un programme aussi précis sur la qualité, la nature et l'impact des réformes que nous voulons mettre en œuvre. Pourquoi de l'ambition? Justement parce que moi je rêve, je suis un rêveur. En 2011, j'ai rédigé un ouvrage qui s'intitulait « Mes rêves de jeune, le Cameroun pour les 50 prochaines années ». Je rêve d'un Cameroun grand, je rêve d'un Cameroun puissant. Et donc pour cela, vous devez oser, vous devez prendre des mesures de développement qui n'ont pas été forcément adoptées par les autres. Vous devez avoir le courage de votre ambition. Et c'est ce que nous disons dans ce programme-là. Nous disons qu'il est venu le temps pour nous, 65 ans après l'indépendance, je volerai les paroles du professeur Pondy, de repenser le Cameroun à partir du Cameroun, à partir de nos valeurs, à partir de nos ressources, à partir de l'ambition de positionnement que nous avons. Un leader du continent et même un leader mondial, nous avons regardé comment est-ce que nous pouvons mettre en machine tous ces éléments-là et construire une stratégie de développement qui aura pour premier objectif d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et nous disons exactement dans le programme comment nous allons le faire dans le champ de l'éducation, dans le champ de la santé, dans le champ de l'économie, dans le champ de la souveraineté et effectivement constituer une nation forte, une nation digne. Le Cameroun doit recommencer à faire peur, le Cameroun doit recommencer à faire trembler et c'est l'ambition que je porte en tant que futur chef de l'État. Et c'est tout le mal que nous vous souhaitons qu'au soir du 12 octobre 2025, que les Camerounais auront fait le meilleur choix. Je le leur souhaite également et j'espère qu'ils m'accorderont leur confiance. Merci à vous, Hiram Samuel et Elodie, d'être passés ce soir pour présenter en primeur, merci, à nos publics votre programme pour l'élection du 12 octobre prochain. On espère qu'ils en ont pris connaissance grandement et qu'ils seront le moment venu parmi les 11 autres candidats en dehors de la vôtre. De 11 autres candidatures en dehors de la vôtre, ils sauront faire le meilleur choix. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.